Bonjour, chers confrères et consoeurs. Bonjour à tous les participants et participantes. Si raconter une histoire sur le climat vous intéresse, si vous êtes plutôt passionné à enquêter sur le sujet, si vous voulez apprendre comment repérer les impacts climatiques dans vos communautés et si vous voulez découvrir ce qui se cache derrière ce sujet afin de mieux l'explorer, de mieux l'aborder et de mieux l'en expliquer à vos lecteurs, alors vous êtes la bienvenue à cette formation car elle vous permettra d'acquérir une meilleure compréhension de ce sujet si vaste, si complexe, si foisonnant, si sensible et si délicat. En effet, c'est un sujet qui cristallise, objet de tension, de controverse, de polémique, et c'est un sujet qui touche toutes les sphères de notre vie en société, que ce soit notre santé, notre économie, notre sécurité, notre alimentation, nos infrastructures et nos écosystèmes. Vu son importance et ses conséquences qui se font de plus en plus visibles, il est important que les journalistes apprennent comment le traiter, comment poser les bonnes questions, sous quel angle aborder et quel format utiliser. Bonne nouvelle, toutes ces connaissances seront partagées au cours de cette formation qui sera assurée par le journaliste sénégalais Ndiol Seck. Ndiol Seck est un journaliste spécialisé en environnement et développement durable. Il est le chef du bureau régional du quotidien national Le Soleil à Thiès. En 2018, il a remporté le prix CEDEAO du meilleur journaliste pour l'environnement en presse écrite. Il est par ailleurs titulaire d'un master en sciences de l'environnement et chercheur dans cette discipline. Bonjour, Monsieur Seck. Bonjour, Kossi. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi et je profite de l'occasion pour saluer aussi les membres du forum que vous présidez. Donc, cette initiative est très belle et elle est d'une importance capitale. Merci beaucoup, Monsieur Seck. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Howard sur le reportage des crises mondiales du Centre international pour les journalistes, ici FD, qui est basé à Washington. C'est le forum qui organise cette formation. C'est un forum que nous avons lancé dès la survenue de la pandémie du COVID-19 pour aider les journalistes à mieux couvrir la crise. Mais l'évolution de la crise, nous avons élargi nos programmes pour aider les journalistes à couvrir les grandes crises auxquelles est confronté le monde. Le forum a donc pour vocation de doter les journalistes des expertises nécessaires pour assurer une meilleure couverture, une couverture responsable des enjeux mondiaux d'importance locale. Nous l'avons lancé en partenariat avec le réseau international des journalistes IGNET et le forum existe en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais. Et nous avons plus de 13 000 journalistes qui participent chaque semaine à nos activités. Nous vous encourageons, si vous êtes journaliste, à adhérer au groupe privé du forum sur Facebook. Vous trouverez le lien d'adhésion dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Je l'enverrai tout de suite. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne formation en compagnie de M. Seck. M. Seck, c'est à vous. Merci beaucoup, Kossi, encore une fois, pour la confiance que vous m'accordez. Et rebonjour à tous les membres du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international de formation des journalistes. Vraiment, votre initiative, elle est salutaire. Et c'est pour moi un grand honneur d'être là ce matin pour partager le peu d'expérience que nous avons engrangé durant nos 10 ans de pratique journalistique, notamment sur les questions d'environnement et de développement durable. Et nous n'avons pas la prétention de venir aujourd'hui donner des cours, mais il s'agit plutôt de partage d'expérience avec des confrères. Et nous voulons qu'au finish, que chacun apprend de l'autre. Parce qu'il ne s'agit pas d'enseigner, vraiment, il s'agit d'un partage de connaissances mutuelles. Et le thème que vous m'avez proposé, le sujet que vous m'avez proposé, c'est d'entretenir les confrères sur comment mener une enquête sur les changements climatiques. C'est un sujet à la fois passionnant et délicat, parce que comme vous l'avez dit dans votre introduction, le changement climatique est un grand sujet. Vraiment, c'est aujourd'hui une problématique mondiale.
internationale. Donc, les journalistes aussi ont un rôle à jouer dans cette crise-là. Voici le plan d'exposé que je voudrais vous proposer. D'abord, je fais quelques éléments de rappel, puisque vous l'avez dit dans l'intitulé, il s'agit de parler d'enquête et de changement climatique. Bon, il serait bien pour nous de faire un petit rappel sur c'est quoi une enquête journalistique. C'est quoi le changement climatique? Donc, nous allons démarrer par donner quelques éléments de rappel sur l'enquête journalistique. C'est quoi l'enquête journalistique? Et c'est quoi le changement climatique? Parce qu'on ne peut pas aborder un sujet d'abord qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et quel est aujourd'hui le débat scientifique sur le changement climatique? Les effets du changement climatique, c'est quoi? Après, nous allons proposer quelques angles de traitement pour mieux aborder le sujet relatif au changement climatique. Et, si possible, quelques conseils pratiques, vu notre petite expérience. Donc, sur ces questions-là, nous allons proposer quelques éléments pratiques. Donc, en introduction, Notre formateur doit avoir un souci de connexion et il sera là bientôt. Monsieur Sek a dû avoir un souci de connexion Internet et j'espère vivement qu'il sera de retour avec nous dans les secondes qui suivent. N'hésitez pas aussi, chers confrères, à adhérer au forum Pamela Award de reportage sur la crise mondiale si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est le début d'une série de formations que nous organisons et qui continueront dans les mois à venir, puisque, comme nous l'avons dit, le forum a changé d'orientation, de nom il y a une semaine et il a désormais pour vocation de couvrir les défis mondiaux, les enjeux mondiaux, toutes les crises auxquelles le monde est confronté. Et quand nous parlons de grandes crises, nous parlons justement de ce sujet qui nous réunit aujourd'hui, le changement climatique, les disruptions technologiques. Nous parlons également aussi de l'intelligence artificielle et de tous ces sujets importants, les maladies comme nous avons actuellement. Donc, n'hésitez pas et aussi à nous faire part de vos besoins, des sujets que vous aimeriez que le forum couvre. Je balancerai mon mail dans la boîte de chat. Monsieur Sek est de retour, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas, le problème technique, c'est à votre niveau ou à mon niveau. Oui. Ouais, mais ça nous a interrompu. Bon, nous nous en excusons. Donc, je dirais que je vais commencer par faire quelques rappels sur c'est quoi une enquête journalistique. D'abord, qu'est-ce qu'une enquête journalistique? On dit l'enquête journalistique constitue l'outil d'investigation le plus mûr en journalisme. Comme on le dit souvent, d'ailleurs, la presse ne peut pas prétendre à son statut de contre-pouvoir, de quatrième pouvoir, que si elle met en œuvre ce genre qui, en plus du reportage, de l'interview, du portrait, appartient à la famille des genres dits majeurs. Donc, le reportage, c'est un grand genre journalistique. Donc, les journalistes, s'ils souhaitent vraiment répondre à le statut de quatrième pouvoir, doivent mettre en œuvre ce genre journalistique. L'enquête journalistique appelle essentiellement à la mise en œuvre d'une méthodologie, non seulement pour rapporter très fidèlement les faits, mais aussi et surtout pour aboutir aux vérités
qui se cache derrière le vernis extérieur des faits. Donc, il ne s'agit pas simplement de donner les faits, mais ce qui se cache derrière les faits. L'enquête se fonde, comme on le dit, sur la nécessité impérieuse de présenter des preuves pour étayer les conclusions du journaliste. Par conséquent, il n'est point d'enquête en l'absence de preuves, d'arguments ou de logique. Généralement, l'enquête journalistique traite des situations en rapport avec les affaires publiques qui renvoient à des dysfonctionnements, comme on dit souvent chez nous, au train qui n'arrive pas à l'heure, à des situations données, aux compétences des personnes connues, à des irrégularités commises par des individus ou des institutions, à l'approbation davantage de manière indue, à des échecs que l'on veut cacher, etc., etc. Aussi, la mauvaise gestion, l'abus de pouvoir, les actes contraires à la morale, l'injustice sous toutes ses formes, les entorses à la loi constituent-elles des sujets privilégiés que chaque journaliste doit explorer dans le cadre de l'enquête. Dans tous les cas, pour résumer, l'enquête vise à répondre à 3 questions fondamentales. Qui est responsable du dysfonctionnement? Objet de l'enquête. Ça peut être une personne, un groupe de personnes, une institution ou un ensemble d'institutions. Qui profite d'une situation donnée? Ça peut être une personne, un groupe de personnes, une institution ou un ensemble d'institutions. Et parallèlement à ces 2 questions, l'enquête doit répondre aux questions suivantes. Qui est victime d'une situation donnée? Ça peut être une personne, un groupe de personnes, une institution ou un ensemble d'institutions. Donc, voilà quelques éléments que je voudrais apporter sur l'enquête. On dit enquête, mener une enquête sur le changement climatique. C'est quoi donc le changement climatique? On le dit, les scientifiques définissent le changement climatique comme une variation de l'état moyen du climat qui peut se connaître, par exemple, au moyen de tests statistiques, à des modifications de la moyenne ou de la variation de ses propriétés et qui persistent pendant une longue période. Donc, on ne peut pas mesurer le changement climatique à l'aune de 2 jours, 3 jours, d'une année ou de plusieurs années. D'ailleurs, je taquine aujourd'hui nos parents au Sénégal qui, par exemple, s'ils sont atteints de rhume, disent que voilà, c'est le changement climatique. Il ne faut pas confondre aussi changement de temps et changement de climatique. Donc, le changement climatique, ça se mesure à l'aune des décennies, Le changement climatique peut être dû à des processus internes naturels, à des forçages externes ou à des changements anthropiques. Et ici, le plus important changement climatique, c'est le changement climatique qui a une cause anthropique. Ça veut dire qu'un changement climatique qui est causé par l'homme. Quand on dit cause anthropique, c'est l'homme, les activités de l'homme. Puisque le changement climatique peut être un phénomène naturel, parce que la nature régule naturellement l'atmosphère. Donc, sinon, il ne serait pas possible de mener une vie sur Terre. Il y a des régulations naturelles qui se font. Mais le problème, la principale cause aujourd'hui, c'est l'activité humaine, vraiment qui vient aggraver la situation. On notera que la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, CCNUCC, vous le connaissez peut-être tous, dans son article 1er définit le changement climatique comme des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variation naturelle du climat observée au cours des périodes comparables. Comme on l'a dit, il y a des variations naturelles, des réchauffements naturels. Donc, mais le problème, c'est l'activité humaine qui vient aggraver cette situation-là. Et aujourd'hui, quel est le débat scientifique sur le changement climatique qui mérite
vraiment que les journalistes s'intéressent à la question, c'est principalement les effets néfastes du changement climatique. Et selon les auteurs de l'ouvrage sur les synergies entre le NEPAD et les accords multilatéraux sur l'environnement, publié par Endalit, c'est une ONG, Endalit Afrique francophone, les changements climatiques qui affectent l'environnement planétaire, notamment le réchauffement du climat, pourraient accentuer le phénomène de la désertification. Tout le monde, les pays sahéliens savent ce que c'est que la désertification, l'avancée du désert. Accélérer l'érosion côtière. Dans les pays comme le Sénégal, les gens ne peuvent pas nier ce phénomène d'érosion côtière. Le Sénégal est un pays côtier qui a 700 km de côte. Tu vas à Rufisque, à Saint-Louis, à Gorée. Les gens vivent ces effets du changement climatique, l'avancée de la mer, et qui a des conséquences au-delà des conséquences économiques, sociales, mais qui a des conséquences aussi culturelles très néfastes, très désagréables, pour déstabiliser profondément les systèmes de production agricole. Donc, vous voyez que ce n'est pas un phénomène, comme on le dit d'ailleurs, que les gens ne font qu'entendre ailleurs. Donc, ça peut même affecter les systèmes de production agricole. Il risque d'engendrer à terme, je cite toujours l'étude là, une baisse de la pluviométrie, une dégradation encore plus importante des sols, une baisse drastique des productions agricoles et pastorales et une perte des filets de sécurité pour les populations. Donc, vous voyez qu'il est important que les journalistes s'intéressent à un tel phénomène. D'autres conséquences importantes pourraient en résulter, notamment des mouvements de population sur une large échelle. Une instabilité, aujourd'hui on parle de l'immigration clandestine. Il y a des gens qui quittent les pays africains pour aller en Europe. Et même ici au Sénégal, il y a des gens qui quittent la zone rurale pour venir en ville parce que les systèmes de production agricole ont été très affectés par ce phénomène de changement climatique avec l'érosion hydrique, l'érosion des sols qui provoque une baisse des rendements agricoles. Il peut y avoir aussi des risques de submersion des terres basses et un accroissement de la salinité des nappes phréatiques. Je donne un exemple. Au Sénégal, par exemple, il y a certains villages qui sont aujourd'hui rayés de la carte du Sénégal, qui sont complètement engloutis par la mer. Allez-y à Saint-Louis. Je donne l'exemple du village de Dounbabadjei, qui est à Saint-Louis, qui est aujourd'hui complètement rayé de la carte. Les populations n'ont plus aujourd'hui la possibilité d'aller se recueillir dans les cimetières de leurs ancêtres. Et on sait que ce que cela représente en Afrique, les gens aillent souvent se recueillir auprès de leurs morts, prier pour eux. Ça, c'est important. Si, par exemple, dans un village, les cimetières ont été vraiment engloutis par la mer, ont été complètement rayés, vous voyez les conséquences qu'il y a sur le plan culturel. Les conséquences, c'est énorme. Donc, pour en venir aux angles de traitement que je propose, puisque cette session-là, je la veux vraiment interactive, bon, qu'il y ait des questions, des débats, une interaction. Donc, je m'en vais directement proposer aux angles de traitement et après donner évidemment quelques conseils pratiques. Pour les angles de traitement, puisque les gens ont tendance à croire que le changement climatique est un phénomène éloigné. Voilà. C'est un phénomène éloigné qui n'existe qu'en Europe, puisque le débat est, qu'on le dit ici, le débat est aujourd'hui posé en grande partie par les médias occidentaux. Bon, les médias africains là sont plus ou moins absents aujourd'hui de ce débat-là, sont plus ou moins absents de ce débat sur le changement climatique. Donc, les médias africains et les journalistes africains ont tendance aujourd'hui à croire que le changement climatique est un phénomène éloigné. Mais qu'ils se détrompent, le changement climatique, nous vivons les conséquences au quotidien derrière chez nous.
devant chez nous, à l'intérieur de nos maisons, dans nos villages, dans nos villes. Donc, les journalistes doivent aujourd'hui fourrer leur nez, comme on le dit, entre guillemets, dans les industries qui utilisent des énergies fossiles, qui sont de grands émissaires de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on parle d'énergie propre, mais il y a des entreprises, des industries qui utilisent des énergies fossiles, mais qui ont des conséquences catastrophiques sur la santé des populations et même sur l'environnement, qui détruisent la couche d'ozone. Mais ces industries-là, les journalistes ont besoin d'aller enquêter sur les conséquences de leurs actes, les conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan atmosphérique et sur le plan environnemental. On ne peut pas dire que chez nous, là, dans nos pays, dans nos villes, il n'y a pas d'industrie qui utilise des énergies fossiles. On sait que quand on dit l'effet de serre, les gaz à effet de serre, le gaz carbonique représente plus de 50% des gaz à effet de serre. Et les énergies fossiles-là qui sont utilisées par ces entreprises-là dégagent du CO2. Donc, les journalistes doivent aller nécessairement enquêter sur les conséquences des actes que posent les industries qui sont dans leur ville, qui sont dans leur village. On dit que aussi, le changement climatique aussi, on peut faire valoir le journalisme de solution. En quoi faisant? Puisqu'il y a toujours des actions d'adaptation qui sont menées au niveau communautaire. Donc, les journalistes doivent s'intéresser aux stratégies nationales et locales d'adaptation portées par les organisations de la société civile et les organisations communautaires de base. Puisque dans chaque localité, moi, j'ai eu à faire un reportage à Somone, Somone qui est une ville côtière située dans la côte sénégalaise. Mais là-bas, ce sont les femmes qui se sont engagées vraiment à faire revenir la mangrove. Vraiment, les femmes, seules les femmes qui se sont battues pour faire revenir la mangrove, puisque même les poissons avaient disparu de la mer, de cette lagune-là. Mais avec l'engagement des femmes, les poissons commencent à revenir, la biodiversité commence à se développer. Et ce genre d'initiative d'adaptation-là, les journalistes doivent les encourager, doivent aller vraiment pour faire ressortir ce qui se fait de façon positive. Puisque aussi, c'est une journal de solution. Il ne faut pas dire aux gens qu'il n'y a pas de solution. Il y a des stratégies d'adaptation qui sont mises en œuvre par des populations. Les journalistes doivent aller encourager ces initiatives d'adaptation. Il y a aussi ce qu'on appelle la prise en compte de l'approche genre comme un excellent moyen de mobilisation communautaire au regard du fort potentiel de développement que représente l'implication correcte des femmes et des groupes marginalisés. Il y a ce qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes et surtout des groupes marginalisés qui mettent en œuvre des stratégies d'adaptation au niveau local, au niveau communautaire, au niveau vraiment de la base. Les journalistes doivent aller Les journalistes aussi doivent valoriser les initiatives communautaires et projets qui privilégient l'approche multi-acteurs. L'approche multi-acteurs, c'est-à-dire que les journalistes doivent montrer les problèmes réels des acteurs, donc qui nécessitent une solution. Montrer les problèmes réels des acteurs, au lieu d'aller de venir du matin au soir pour disserter sur des problèmes aériens. Il faut montrer les réalités, les problèmes concrets que les acteurs vivent. Ça aussi, c'est vraiment un angle de traitement possible. Les gens doivent exercer un regard critique sur les solutions proposées pour prévenir les changements climatiques. Il y a des solutions d'adaptation qui sont mises en œuvre dans nos pays-là. On parle de reforestation.
N'est-ce pas? Vraiment, on parle de revitalisation. Parfois, revitalisation au Sénégal, on dit revitalisation des vallées fossiles, reforestation. Et même aujourd'hui, on parle de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, qui est un projet qui s'étend de Dakar à Djibouti, comme on dit. Et les journalistes doivent porter un regard critique sur ces initiatives-là d'adaptation. Est-ce que ces initiatives sont efficaces? Est-ce que ces initiatives-là sont portées par les populations à la base? Il y a aussi ce qu'on appelle, les journalistes aussi doivent intégrer dans leur analyse la problématique climat. La problématique climat doit être aussi intégrée dans l'analyse. Le fait qu'elle constitue une composante essentielle de l'approche écosystémique à la santé humaine. Aujourd'hui, vous avez parlé de crise sanitaire mondiale, le coronavirus. Mais le coronavirus ne peut pas être analysé isolément du problème environnemental. Puisque, comme on l'a dit, il y a des hôtes naturels, ou bien il y a des virus. Certains virus vivaient en harmonie avec certains animaux qui étaient leurs hôtes naturels. Mais aujourd'hui, là, dans la plupart des pays africains, comme le Sénégal, par exemple, et je sais que c'est valable aussi pour d'autres pays, il n'existe pratiquement plus de forêts. Et les forêts aussi étaient des milieux de refuge de ces animaux naturels. Si les forêts sont supprimées, si les animaux sont tués, et les virus là qui vivaient à l'intérieur de ces animaux-là, où est-ce qu'ils vont trouver refuge? C'est les êtres humains. C'est pourquoi on dit aujourd'hui que la plupart des maladies seront aujourd'hui des zoonoses, des maladies qui seront transmises de l'animal à l'homme, puisque les animaux n'ont plus de lieu de refuge. Au Sénégal, aujourd'hui, on parle de déclassement de forêts classées. Il n'existe pratiquement plus de forêts. Toutes les forêts sont utilisées comme habitation aujourd'hui, sont mises en parcelles et les gens y vivent. Et les animaux qui vivent dans ces forêts-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pourquoi ces maladies-là ne peuvent pas être analysées indépendamment du problème environnemental, puisque c'est un problème d'environnement. Donc, les journalistes doivent intégrer l'approche environnementale, l'approche climat dans leur analyse des différents problèmes qu'ils auront à traiter. Promouvoir une approche de la bonne pratique fondée sur la résolution des problèmes. Je l'ai dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas aussi de faire du catastrophisme simplement. Il faut aussi promouvoir les bonnes pratiques. Il existe des bonnes pratiques dans nos différents pays, dans nos différentes communautés, des bonnes pratiques qui sont portées aujourd'hui par les populations à la base. Et les journalistes aussi doivent essayer de promouvoir là ces bonnes pratiques. Il y a aussi le fait que les journalistes doivent aussi valoriser les écosciences locales et les savoirs endogènes. Dans nos pays africains là, il existe vraiment des écosciences locales et des savoirs endogènes que si on les néglige, on risque vraiment de passer à côté. Puisqu'il y a des initiatives. Par exemple, tu vois, j'ai suivi un reportage des jeunes Africains qui essaient de concevoir des vélos écologiques qui n'ont pas besoin vraiment de carburant, de diesel, des vélos écologiques. Il y a des savoirs endogènes que les gens aussi doivent valoriser. Et c'est plus en harmonie avec la nature là. Les gens doivent aussi exercer, bon, je l'ai déjà dit, exercer vraiment un regard critique sur les approches d'adaptation. Mais les gens doivent également examiner les efforts faits par les gouvernements pour renforcer les réglementations et faire en sorte qu'elles soient appliquées. Puisque aussi, le problème d'environnement aussi, c'est un problème de législation, de réglementation. Il y a des textes que les gens doivent appliquer.
Les gens ont signé des engagements au niveau international. Et aussi, il y a des engagements qu'ils doivent exécuter au niveau local. Est-ce que les engagements qu'ils signent au niveau international, est-ce qu'il y a vraiment une application au niveau local? Puisque quand tu signes un engagement au niveau international, si tu viens, tu dois réviser la législation nationale pour intégrer ces éléments-là. Est-ce que ces éléments-là sont intégrés dans les législations au niveau local? Je pense que les journalistes aussi doivent vraiment porter un regard sur ça. Il existe aussi dans certaines cimenteries, par exemple, est-ce qu'il existe des filtres? Cela fait partie des recommandations. Des filtres, est-ce que ça existe? Puisque c'est des pratiques vraiment éco-responsables. Est-ce que ça existe dans les industries? Tout ça doivent être des angles de traitement pour les journalistes. Puisque le changement climatique, comme on dit souvent, ce n'est pas simplement un problème que les gens doivent examiner de façon isolée. On doit vraiment prendre en compte l'approche globale. Il ne faut pas négliger les petits détails là. Dans certaines cimenteries, les cimenteries causent des dégâts dans nos pays. Il y a des maladies qui existent aujourd'hui et qui n'existaient pas avant. Les maladies respiratoires. Si tu vas en consultation dans les zones où sont implantées des cimenteries là, tu ne vas pas y croire. Mais presque toutes les populations sont atteintes de maladies respiratoires. Est-ce que les législations, les lois là, les exigences réglementaires sont respectées par ces industries? Comme par exemple la dotation des filtres, qui sont vraiment des pratiques éco-responsables. Voilà quelques angles de traitement que je voudrais donner. Avant de terminer, je voudrais partager vraiment quelques expériences pratiques vraiment que j'ai eu à rencontrer au cours de mes années de pratique journalistique. La première chose que je veux dire, c'est que les gens doivent éviter le sensationnel. En traitant les sujets relatifs au climat, à l'environnement, les journalistes ne doivent pas mettre toujours le focus sur le sensationnel, puisque c'est des problèmes sérieux, des problèmes scientifiques. Il ne faut pas toujours essayer de mettre l'accent sur le sensationnel ou bien le catastrophisme. Oui, c'est bien de montrer ce qui ne marche pas, mais aussi c'est plus important aujourd'hui de chercher des solutions, puisque les gens, ce que les gens cherchent, c'est des solutions. Il faut situer des responsabilités, certes, mais il faut aussi essayer de faire un journalisme de solutions pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Il y a certains journalistes aussi qui cherchent aujourd'hui à faire de l'équilibre, équilibrer l'information parfois en donnant la parole à des climato-sceptiques. Oui, mais il n'est pas interdit de le faire. Mais en faisant cela, il faut aussi mesurer, essayer de chercher le degré de crédibilité de ce scientifique-là. Est-ce que ce scientifique, il est crédible? S'il y a aujourd'hui des climato-sceptiques, quel est aujourd'hui leur nombre par rapport à ceux qui croient vraiment au changement climatique? Donc là, il ne peut pas y avoir de rééquilibrage possible. C'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais de donner la parole aux climato-sceptiques parfois, mais il faut préciser aussi leurs institutions de recherche. Est-ce que le chercheur-là, il est crédible? Et combien de climato-sceptiques existent par rapport à ceux qui croient vraiment au phénomène du changement climatique? Donc, c'est minimum. Si tu veux donner 50-50, 50-50, comme on dit, tu passes à côté. Le plus souvent, tu passes à côté. Donc, vraiment, je n'ai rien contre les climato-sceptiques, je n'ai rien contre eux, mais vraiment, dans ce genre de situation-là, mieux vaut donner la part belle aux chercheurs vraiment qui démontrent avec rigueur scientifique ce phénomène de changement climatique. Je ne parle pas de compromission, parce que notre métier, ce n'est ni de faire plaisir, ni de faire tort, n'est-ce pas? Comme on le dit, mais c'est de mettre la plume dans la plaie. Voilà. Mais dans ce genre de situation, il n'est pas très indiqué vraiment de faire une part belle aux climato-sceptiques. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vraiment leur donner la parole,
mais il est plus raisonnable vraiment de mettre le focus sur les scientifiques vraiment qui croient à ce phénomène-là, puisque les climato-sceptiques ne sont pas très nombreux. Voilà. Il y a aussi vraiment un piège que les journalistes aussi doivent éviter. Chercher à faire croire que le changement climatique, c'est le réchauffement climatique. Ce n'est pas la même chose. Hein? Il y a des gens qui, vraiment, en voulant dire changement climatique, disent souvent réchauffement climatique. Alors que ce n'est pas la même chose. Le changement climatique, même si les anglophones disent climate change, réchauffement climatique, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Réchauffement global. Si tu essaies de chercher la traduction, le réchauffement global. Mais le changement climatique n'est pas un phénomène linéaire. N'est pas un phénomène. Ça veut dire qu'en 2021, ça augmente. En 2022, ça augmente plus. Non. Puisque les années les plus chaudes, 2018, 2019, 2020, sont considérées comme des années les plus chaudes. Et le changement climatique a commencé depuis quand? Donc, ce n'est pas un phénomène qui est linéaire. Donc, il ne faut pas confondre changement climatique et réchauffement climatique. On peut même considérer que le réchauffement climatique est une des conséquences du changement climatique. Ça aussi, parfois, il m'arrive de lire des reportages et je constate qu'il y a une confusion vraiment terminologique entre changement climatique et réchauffement climatique. Ça aussi, c'est des choses aussi à éviter. Les gens aussi ne doivent pas vraiment aller très vite en besogne en donnant des conclusions hâtives. Comme je l'ai dit au début, le changement climatique se mesure à l'aune des décennies vraiment de variations climatiques. Ce n'est pas parce qu'en 2020, il fait chaud, en 2021, c'est moins chaud que tu dises que vraiment c'est le changement climatique. Non, 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 non. Ça, peut-être, ça peut être un changement de temps, mais voilà, le changement climatique, là, ne se mesure pas comme ça. Donc, il faut éviter vraiment dans nos reportages, là, les conclusions hâtives, là. Et vraiment se fier aussi à des données scientifiques. Puisque, comme on l'a dit, les savoirs endogènes, c'est important, mais par exemple, si on fait un bon dosage des savoirs endogènes et des connaissances scientifiques, je pense que c'est mieux. C'est mieux de traiter ce phénomène ainsi. Il faut aussi que les gens, comme on dit, penser global, agir local. Je suis un journaliste au Sénégal, vous êtes au Togo. Je ne peux pas laisser les situations qui se passent au Sénégal et aller m'intéresser à la fonte des glaciers dans les zones polaires, n'est-ce pas? Ça, c'est des phénomènes éloignés. Mais nous vivons chez nous, là, la fonte des glaciers dans les zones polaires, nous vivons les conséquences ici dans nos pays. Au Sénégal, je l'ai dit, je donne l'exemple du Sénégal, mais je sais que c'est valable pour les autres pays. La montée du niveau de la mer, c'est des phénomènes aujourd'hui que personne ne peut nier. Personne ne peut nier au Sénégal. Mais qu'est-ce qui cause la montée du niveau de la mer? C'est la fonte des glaciers dans les zones côtières. Donc, on peut faire vraiment le link, mais il ne s'agit pas de laisser les phénomènes qui se passent ici pour aller s'intéresser à la fonte des glaciers dans les zones côtières. Comme on dit, mort kilomètre en journalisme, ce qui intéresse plus les gens, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Moi, je suis originaire de la région centre. Mes parents sont originaires de la région centre du pays, dans le Sine Saloum. Mais il y a vraiment une baisse aujourd'hui des rendements agricoles. En faisant un reportage sur le changement climatique, tu fais un focus sur ça et le paysan comprend très rapidement que c'est un phénomène vraiment qu'il vit au quotidien. C'est aussi dans l'approche. C'est dans l'approche aussi. Les gens doivent changer d'approche et adapter le reportage au milieu où ils sont. Ça, vraiment, c'est une leçon que les gens doivent retenir. Puisque moi, j'ai
eu à travailler vraiment avec de grands groupes Reuters, mais à chaque fois, c'est ce que les gens te disent. Il faut adopter vraiment les réalités au milieu où on évolue, parce que sinon, on risque de passer à côté. Donc, les expériences sont nombreuses, mais comme je l'avais dit au début, je veux vraiment que cette session-là soit interactive. Donc, Kosi, je te laisse la parole s'il y a des questions, des éclairages à apporter ou vraiment, voilà, quelque chose que vous aimeriez que l'on ajoute à l'exposé. Bon, je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Monsieur Seck, pour cette brillante formation. Il y a bien évidemment des questions et comme vous venez de le dire aux participants, aux participantes, vous avez la possibilité de poser vos questions aux formateurs. Et si vous avez des points précis, des besoins particuliers, n'hésitez pas à les faire savoir dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran, dans la boîte de discussion. Ou si vous suivez la formation en direct sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Il y a une question d'un journaliste, je vous la lis rapidement, Monsieur Seck. Merci beaucoup pour ces divers angles de traitement, mais les angles que vous proposez n'intègrent-ils pas un certain risque vu les enjeux autour de ces questions? Rencontrez-vous des difficultés pour accéder aux informations qu'il faut pour mener ces enquêtes? Comment surmonter ces difficultés? C'est la question d'un confrère qui suit le webinaire. La formation. Merci beaucoup, Kosi. Je pense que dans notre métier au quotidien, nous rencontrons des problèmes d'accès à l'information. Ça, c'est une réalité que l'on ne peut pas nier. Mais aussi, on est journaliste aussi pour contourner ces obstacles-là. Notre métier, c'est vraiment de contourner ces obstacles-là pour aller vers l'information, mais surtout la bonne information. Je comprends sa préoccupation, puisque comme on dit souvent, nous, nos sources, souvent, c'est des scientifiques, des gens qui travaillent vraiment dans l'intimité de leur bureau et qui n'ont pas l'habitude vraiment de sortir pour communiquer. C'est un peu difficile. Comme on le disait, puisque nous avons eu à organiser même un forum sur ça, les journalistes et les scientifiques, puisqu'ils sont dans deux extrémités. Les scientifiques veulent tout taire et les journalistes veulent tout dévoiler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour trouver un juste milieu? Je pense que de plus en plus, il y a des associations qui se créent dans les pays. Vous aussi, vous dirigez une association des journalistes scientifiques, n'est-ce pas? Dans certains cas de reportage, vous pouvez aider le journaliste à accéder aux sources d'information. Moi, je suis là au Sénégal. Nous avons le réseau des gens en environnement dirigé par Ibrahim Fall Junior, n'est-ce pas? Il y a aussi le GREP qui est là, groupe de recherche environnement et presse. Quand on a besoin d'informations, quand on a besoin de sources, il faut passer par ces réseaux-là, ces associations de journalistes-là qui peuvent vous introduire dans les milieux fermés. Mais si les gens ne vous connaissent pas souvent, bon, ils sont plus ou moins réticents. Il faut donc que quelqu'un vous introduise auprès d'eux pour qu'ils puissent vous accepter. Mais une fois introduit, c'est fini. C'est aux journalistes maintenant d'entretenir sa source, n'est-ce pas? C'est ça. Mais les obstacles ne manquent jamais, hein? Même s'il ne s'agit pas de questions liées au changement climatique. Dans tous les sujets journalistiques, les gens peinent parfois à accéder aux sources d'information. Ça, vraiment, c'est inhérent, comme on le dit, au travail des journalistes. Et maintenant, c'est aux professionnels de chercher les voies et moyens pour contourner cet obstacle-là. Monsieur Seck, nous l'avons dit au début que le changement climatique est un sujet aussi scientifique, même si aujourd'hui, il touche toutes les sphères de la société, même s'il est mis aujourd'hui dans les politiques publiques de nos gouvernements, c'est un sujet scientifique. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir pour un journaliste qui n'est pas à la base un journaliste scientifique, qui ne comprend pas la science, qui ne connaît pas la méthode scientifique. Vous avez parlé aussi des climato-sceptiques. Comment arriver, comment doit-il se prendre
lorsqu'il veut mener une enquête sur le changement climatique ou lorsqu'il veut écrire tout simplement sur un sujet lié au changement climatique. Quelqu'un qui n'a pas tout ce background scientifique. Merci beaucoup, Kossi. Bon, mais je pense que comme on le dit souvent, on n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour traiter des sujets liés au changement climatique. Puisque notre métier aussi, ce n'est pas de reproduire les formules difficiles que donnent les scientifiques, mais c'est de rendre digeste, compréhensible ces choses compliquées-là que livrent les scientifiques. Évidemment, comme vous l'avez dit, avant de rendre compréhensible, il faut d'abord comprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose c'est évident. Pour rendre compréhensible, il faut d'abord que le journaliste lui-même, qu'il comprenne ce qui se joue, les enjeux qui se jouent derrière ce sujet-là. Mais ça, comme on l'a dit souvent, il y a la documentation aujourd'hui qui est foisonnante aujourd'hui sur les questions liées à l'environnement et au développement durable et aux questions scientifiques de façon générale. On n'a pas besoin d'aller s'inscrire en fac de sciences pour ça. Il y a vraiment une documentation foisonnante aujourd'hui. Il y a aussi des sessions de formation qui sont organisées. Bon, cette session-là en fait partie. Et même dans les pays, il y a des associations de journalistes qui donnent des sessions de formation pour les journalistes vraiment qui sont intéressés par ces questions-là. Mais comme je l'ai dit, c'est des questions certes scientifiques, mais on n'a pas besoin vraiment d'être diplômé de la faculté des sciences pour aborder ces questions scientifiques-là, puisque ce qu'on attend d'un journaliste, c'est qu'il rende très simple et accessible les choses difficiles là que même les scientifiques ont du mal à expliquer de façon simple. Nous, notre travail, c'est de rendre digeste et simple ces phénomènes-là pour que le grand public puisse comprendre. Mais je le dis, il y a des gens vraiment, je ne sais pas, bon, qui vraiment, bon, il faut je ne dirais pas font le petit malin, quoi, mais pour que les gens pensent qu'ils ont compris, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit vraiment pas de reproduire les formules difficiles, scientifiques, vraiment que donnent les scientifiques et les chercheurs, mais c'est de rendre digeste, accessible et compréhensible là, les choses difficiles et de rendre proche ce que les gens pensaient très éloigné. Il s'agit simplement de cela, mais on n'a pas besoin d'être vraiment d'aller s'inscrire à la faculté des sciences là. Il y a aujourd'hui une documentation foisonnante. Il y a des sessions de formation qui sont intéressées. Et même, on dit, la spécialisation environnementale, là, ça ne s'enseigne pas dans les écoles en journalisme. Voilà, que chaque journaliste qui aime vraiment la question, qu'il aille se former, vraiment qu'il lise beaucoup, voilà, qu'il s'intéresse, qu'il suit l'actualité sur ces questions-là. Et comme on dit, en forgeant, on devient forgeron. Merci, Kossi. Une autre question, comment peut-on intégrer la dimension genre dans la couverture du changement climatique? Ça c'est une question importante. C'est important. Puisque, comme on le dit souvent dans nos sociétés-là, les femmes réussissent plus que les hommes. Donc, si on vraiment ignore l'aspect genre sur cette question-là, il y aura jamais de solution. Et le journaliste passera toujours à côté. Puisque la plupart je ne sais pas si vous avez fait la remarque ou pas, la plupart des initiatives d'adaptation sont aujourd'hui portées par les femmes. Les initiatives d'adaptation là, la plupart sont aujourd'hui portées et même mises en œuvre par les femmes. Donc, cet aspect-là ne peut pas être occulté dans ce genre de sujet. Et même les angles sont nombreux. Aujourd'hui, vous allez à la plage, les femmes transformatrices là, qui exercent ce milieu-là, ils contribuent grandement vraiment à faire vivre cette problématique-là. Et
ont une compréhension beaucoup plus approfondie de ce phénomène-là. Et je l'ai dit au début de mon exposé aussi, la dimension genre-là, il est indispensable parce que les femmes et certaines couches un peu marginalisées sont plus faciles à convaincre que les hommes. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque ou pas. Et ils comprennent plus vite les phénomènes, les problèmes que les hommes, puisque les hommes sont plus occupés à vraiment chercher la dépense quotidienne, je ne sais pas quoi. Mais les femmes, c'est un aspect vraiment important qu'il faut toujours intégrer. Comment les intégrer? Bon, c'est la question. Comment intégrer vraiment l'aspect genre? Mais comme on l'a dit, à chaque sujet, son angle de traitement. Et aujourd'hui, on doit, parce que les femmes font vraiment beaucoup de choses que les gens ignorent. Donc, il faut de plus en plus se rapprocher des associations féminines, des associations de femmes. Il faut de plus en plus se rapprocher des associations de femmes. Puisque si tu vas dans les quais de pêche, ce qui vraiment anime les quais de pêche, ce sont les femmes. Et si les journalistes viennent pour mener des reportages, ils ignorent cette catégorie de personnes-là. C'est une catégorie vraiment importante qu'il faut intégrer. Donc, il faut que les journalistes de plus en plus se rapprochent de cette cible-là, les femmes. Les femmes ne refusent souvent pas de parler. Mais est-ce qu'on leur tend la parole très rarement? Donc, il faut de plus en plus que les gens se rapprochent vraiment de ces femmes-là qui sont une source d'information, une mine d'information, je dirais même. Les femmes constituent une mine d'information, surtout avec ces phénomènes-là de changement climatique. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut aller vers ces femmes-là. Il faut aller suivre les initiatives que prennent ces femmes-là. C'est aussi simple que ça. Une autre question, nous avons trois questions qui prouvent à suffisante que le sujet est intéressant. On y va, on a encore quelques minutes. Les experts sont peu nombreux à faire des forums pour jeunes pour expliquer concrètement la différence entre les changements climatiques et le réchauffement climatique. Par manque de connaissances environnementales pratiques, les militants écologistes, à plus forte raison, les journalistes, n'ont pas assez d'informations. Pensez-vous qu'il revient aux scientifiques ou au gouvernement de s'investir dans l'information des populations sur l'environnement et les changements dus au comportement des populations? Je pense que la responsabilité, elle est partagée. Aussi bien, les scientifiques doivent jouer leur rôle, les scientifiques aussi doivent sortir vraiment de leur bulle là, puisqu'on est dans un monde d'information et de communication. Je pense que les scientifiques doivent sortir de leur tour d'ivoire, comme on dit, pour aller communiquer avec les populations. Les gouvernements, dans chaque pays, il existe un ministère de l'environnement, n'est-ce pas? À travers le ministère de l'environnement, des sessions de formation doivent être initiées à l'intention des journalistes, mais aussi de la corporation. Nous, journalistes, qu'est-ce que nous faisons dans nos associations-là? Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons aussi prendre aussi nos propres initiatives pour aller former les jeunes qu'on envoie souvent sur le terrain et même les rédacteurs en chef qui décident de la parution ou non d'un article, bien de la diffusion ou non d'un reportage. Moi, récemment, j'ai fait une étude sur deux quotidiens, Le Soleil et l'Observateur. Mais les résultats là, vraiment, bon, parce que Le Soleil, je travaille au Soleil. Mais parfois, bon, ce que je peux dire, c'est que l'information environnementale n'est pas valorisée, même dans nos médias, dans nos propres médias, ce n'est pas valorisé. Donc, la responsabilité, elle est partagée. Les scientifiques doivent sortir de leur tour d'ivoire pour venir communiquer avec la population. Puisqu'il le dit à l'université chez Anta Diop, par exemple, on dit le savoir au service de la communauté, la recherche au service de la communauté. Donc, à quoi bon de garder les résultats de leur recherche dans l'intimité de leur bureau? C'est pas intéressant. Les gouvernants sont vraiment
très prompte à critiquer le travail des journalistes. Voilà, les journalistes là ne s'intéressent pas à de telles questions. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux, pour aider les journalistes à mieux comprendre? Souvent, pas grand-chose. Et nous, la corporation, les associations de journalistes, qu'est-ce que nous faisons, nous, pour aider les confrères à mieux appréhender les phénomènes? Je dirais que c'est une responsabilité qui est aujourd'hui partagée et il est heureux que les journalistes commencent à s'intéresser à ces questions-là. Si quelqu'un vient vers vous, aussi, vous allez l'aider à votre manière. Bon, si quelqu'un vient vers moi, je l'aide à ma manière. Donc, mais il faut que les gens de plus en plus harmonisent tout ça dans le cadre de, comme on dit, on pense global, mais on doit agir local. Dans chaque pays, dans chaque rédaction, les gens doivent de plus en plus organiser des sessions de formation à l'intention des journalistes. Je sais que si vous n'êtes pas fatigué, il y a encore une autre question. Non, c'est bon, ok, on y va. Comment faire comprendre le changement climatique aux populations dans la mesure où le taux d'alphabétisation est élevé et que ces personnes ne croient vraiment pas au changement climatique? Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre le phénomène du changement climatique. Ici, dans les zones rurales, là où mes parents sont originaires, où je suis originaire, dans le Sine Saloum, on l'appelait le bassin arachidier. Bassin arachidier, puisque c'était vraiment là où les gens cultivaient l'arachide au pays. Mais chaque année, les rendements baissent de plus en plus. Chaque année, les gens constatent vraiment une baisse des rendements agricoles. Et les jeunes aujourd'hui quittent les villages pour aller en ville, d'où le phénomène de l'exode rural. L'exode rural, les gens quittent les campagnes pour aller en ville. Pourquoi? Parce que les rendements ne sont plus bons. Et l'hivernage aussi aujourd'hui a du mal à s'installer. Il y a vraiment un retard au Sénégal. L'hivernage vraiment accuse beaucoup de retard à s'installer. Tu crois que si tu vas vers ce paysan-là, tu lui expliques la cause de ce phénomène-là, il ne va pas comprendre. Il va bel et bien comprendre parce qu'il est en train de vivre lui-même les conséquences. Donc, ce n'est pas facile. Ce qui est difficile, c'est de trouver vraiment la bonne approche. L'approche. Par exemple, dans le livre, dans le film de... j'ai suivi un film documentaire. J'ai suivi un documentaire. Il y a un jeune qui tenait une glace entre les mains. Mais à peine sorti, la glace s'est fondue. Et l'enfant se mettait à pleurer. Et on lui a dit, un adulte est venu vers lui demandait qu'est-ce que tu pleures? Il lui dit que ma glace s'est fondue. Il dit que ce qui a causé ça, c'est le réchauffement climatique, qui est une conséquence du changement climatique. Est-ce que cet enfant-là a besoin d'avoir un doctorat pour comprendre? Non? Parce que les gens, chacun, aujourd'hui, vit les conséquences. Si tu vas à Rufisque, au Sénégal, les Leboula, nos parents Leboula, vont comprendre très vite puisque leurs habitats sont aujourd'hui chaque jour menacés de disparition par la mer. Vraiment, ces gens-là comprennent très vite. Je pense que, moi, je pense même que les communautés comprennent mieux que les journalistes parce qu'eux, ils vivent au quotidien les conséquences du changement climatique. Un journaliste, un confrère voudrait savoir si vous avez été confronté à un blocage sur une investigation sur les changements climatiques dans votre pays et comment vous vous êtes tiré d'affaire, votre expérience personnelle. Mais les blocages, ça arrive, hein? Ça arrive partout. Partout, il y a à chaque fois des blocages. Des sources qui refusent de vous accorder une interview, n'est-ce pas? Il y a aussi des chiffres officiels que les gens vont toujours refuser de vous donner. Il y a aussi dans nos pays là, il y a des structures qui n'existent pas et même si ça existe, les données ne sont pas à jour. Vraiment, tout ça, c'est des blocages qu'on rencontre sur le terrain. Mais comme je l'ai dit, le journaliste ne peut pas quand même reculer au premier obstacle. Sinon,
tu ne réaliseras rien du tout dans ta vie. On ne peut pas reculer au premier obstacle. Je pense que les journalistes doivent être patients. Ce que je conseille, c'est surtout la patience. La patience, il faut être patient. Il faut mettre aussi sa source en confiance. Lui expliquer que vraiment, moi, ce que je suis venu faire, c'est d'utilité publique, n'est-ce pas? Et je suis quelqu'un de responsable qui n'utilisera jamais ces données-là pour détruire quelqu'un ou bien pour détruire quelque chose. Mais je le fais vraiment pour l'utilité publique. Souvent, en construisant cette relation-là, en entretenant ces sources, on devait, avec le temps, c'est même les sources qui vont t'appeler. Mais ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Bon, tu as arrêté tes questions ou pas? Tout est question d'approche et de patience. Un journaliste doit être patient et humble. C'est ça. On ne peut pas venir vers un scientifique. Lui aussi, il a des impératifs, n'est-ce pas? Il travaille, c'est peut-être un universitaire. C'est quelqu'un vraiment qui gère ses recherches. Tu viens et tu veux qu'il te livre tout de suite les résultats de ses recherches. Bon, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais avec la patience, ça vient de petit à petit. Comme je l'ai dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Mais les obstacles ne vont pas manquer au début. Même quand on devient un journaliste aguerri, il y aura toujours des obstacles, puisque tout le monde ne vous connaît pas, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne vous connaîtront pas, n'est-ce pas? Il y a des gens qui seront réticents à vous donner des informations. Mais tout ça, ça fait partie de notre métier, mais il faut savoir contourner. De toute façon, les sources sont multiples. Il n'existe pas une seule source. Comme on dit, si les gens, comme on dit chez nous, si les gens de Mbour refusent, les gens de Lambaye vont accepter, n'est-ce pas? Il faut surtout multiplier les sources, voilà, et être patient, et tout ira mieux, quoi. C'est la dernière question, M. Seck. Promis. Il n'y a pas de souci, non, on peut y aller. La sécheresse d'une cascade est-elle liée au réchauffement climatique ou au changement climatique? C'est la question d'un confrère. La sécheresse d'une cascade est-elle liée au changement climatique ou au réchauffement climatique? Et sur quel angle journalistique peut-on aborder un tel sujet? Merci beaucoup. Je l'ai dit, je pense qu'au début de mon intervention, la sécheresse est une des conséquences du changement climatique. Même si changement climatique et réchauffement climatique ne sont pas les mêmes, mais ce ne sont pas aussi deux phénomènes qui sont isolés, l'un et l'autre, n'est-ce pas? Je l'ai dit, on peut même dire que le réchauffement climatique peut être une conséquence des changements climatiques, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas deux phénomènes isolés. On peut bel et bien dire que cette sécheresse-là, vraiment, est une conséquence du réchauffement climatique, qui peut être aussi une conséquence du changement climatique. Donc, ce n'est pas des phénomènes qui sont isolés, hein. C'est vraiment des phénomènes qui ne signifient pas, peut-être pas la même chose du point de vue scientifique, mais qui ne sont pas aussi deux phénomènes isolés. Donc, on peut bel et bien dire que cette sécheresse-là peut être une conséquence. Mais, bon, si c'est un cas particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aujourd'hui mesurer vraiment le changement climatique en 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, n'est-ce pas? Vraiment, c'est une variation qui se mesure sur des décennies. Si, par exemple, cette sécheresse-là est intervenue 2 ans, 3 ans, 4 ans seulement, on ne peut pas directement l'attribuer au changement climatique, n'est-ce pas? C'est un phénomène global, n'est-ce pas? Une variation qui se mesure sur des décennies et des décennies. Comment on peut traiter ce genre de fait? S'il arrive qu'il est avéré que vraiment le changement climatique en est la cause, mais on peut aborder le sujet sous l'angle des conséquences. Et quelle est la conséquence là de cette sécheresse-là? Tout le monde sait que la sécheresse a des conséquences terribles, n'est-ce pas? A des conséquences terribles du point de vue alimentaire et même du point de vue sanitaire, n'est-ce pas?
on peut aborder le sujet sous l'angle des conséquences, mais il faudrait d'abord qu'il soit avéré que le changement climatique est bel et bien à l'origine de ce phénomène-là. Parce que le changement climatique se mesure à l'aune des décennies et des décennies, pas en un jour, 2 jours. Comme disent mes parents, parfois il est chaud, demain il fait frais, ils disent que c'est les changements climatiques. Je dis souvent non, ce n'est pas les changements climatiques. Le temps qui change et le climat qui change, ce n'est pas la même chose. Mais dans ce genre de sujet, on peut l'aborder sous l'angle des conséquences. Et ça, moi, je ne peux pas l'aborder ici depuis mon salon. Il faut aller sur le terrain, voir ce que les gens faisaient avant et ce qu'ils font aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment un décalage? Est-ce que les conséquences là se font ressentir? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Il est évident, monsieur Seck, que c'est un sujet dense et vaste. Et nous allons continuer les conversations sur le sujet dans le forum. Je viens de partager le lien avec les confrères, les consoeurs, les participants qui nous suivent. N'hésitez pas à rejoindre le forum pour être sûr de ne pas rater nos prochaines offres. Monsieur Seck a parlé du journalisme de solutions et du changement climatique. Voilà une autre approche qui mérite qu'on lui consacre, qu'on y consacre un webinaire ou une formation. Nous le ferons et nous vous invitons à rejoindre la belle communauté de journalistes que nous formons afin de pouvoir discuter, de pouvoir partager les bonnes pratiques entre nous. Cette année, comme je l'ai dit dans l'introduction au début, le forum a élargi ses programmes et nous allons couvrir les grandes crises auxquelles le monde est confronté, le changement climatique, les maladies, la désinformation, les crises financières, les ruptures technologiques et toutes ces crises auxquelles notre monde fait face aujourd'hui. Nous développerons des programmes, que ce soit des formations, des webinaires, des ateliers. N'hésitez pas à rejoindre le forum. Merci infiniment, M. Seck, pour avoir partagé ses connaissances utiles sur un sujet C'est moi qui vous remercie. Merci. Et les nombreuses questions que nous avons reçues témoignent de l'intérêt du sujet pour ceux et celles qui nous suivent et prouvent à suffisance que c'est un sujet qui mérite de l'attention, qui mérite d'être discuté et les connaissances sur la meilleure manière de couvrir le sujet ne cesseront pas dans le forum. Mais je voudrais aussi rappeler aux participants que nous avons lancé un petit sondage qui nous permet de savoir si cette formation a été utile pour vous, si elle a été intéressante pour vous. Ce genre de formulaire ou d'enquête, de questionnaire nous permet de savoir s'il faut, au-delà d'une heure de formation, aller à 2 heures, aller à 3 heures, opter peut-être pour des formation qui dure sur 2 jours ou 3 jours. N'hésitez pas à remplir ce questionnaire et nous faire part de vos critiques, de vos recommandations, si le temps n'a pas suffi, si vous avez eu des questions que vous n'avez pas le temps de poser aux panélistes, si le panéliste ne vous a pas peut-être convaincu ou si vous avez en tête une meilleure personne, un meilleur panéliste, une meilleure formatrice que vous auriez, que nous inviter, que vous auriez aimé voir au cours de nos sessions de formation, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Pour nous, M. Seck, nous vous disons infiniment merci pour cette formation qui a été très riche, très formidable et brillante. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session et je vous invite une fois encore à rejoindre le forum et ensuite à ne pas manquer de remplir les questionnaires que nous avons envoyés. Je vous les enverrai également par mail, mais d'ici là, je vous souhaite, où que vous soyez, une bonne fin d'après-midi, une belle fin de soirée, une bonne journée et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir aussi. Au revoir. C'est un plaisir. Plaisir partagé.